So, I almost died. That's why this YouTube video is late. Amis de la masse, bonjour, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, je vais commenter avec vous les problèmes de santé qu'a eu récemment Sadik Hadzovic, l'un des premiers Mister Olympia en catégorie Men's Physique, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Yeah, about 2 weeks ago, Wednesday night, I was having a hard time breathing. And I don't think much of it. It kind of feels like a walking pneumonia kind of thing. And you know, like when you can't fully open your lungs. So like any masculine, stupid guy would do, I just sleep it off. And then Thursday comes and I'm dealing with the same issue. I can't breathe. Like all day I can't breathe. I'm like, yo, what the hell? Ça, c'est intéressant ce qu'il raconte parce qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est quand on a des difficultés à respirer, très souvent, et surtout si on est jeune, on ne va pas forcément penser qu'il peut s'agir quelque chose de grave. Et la réponse, elle est que très souvent, on s'imagine que la respiration, ça va être uniquement les poumons, mais en réalité, il y a beaucoup plus que cela à la respiration. En soi, le fait de respirer correctement et de ne pas se sentir essoufflé, ça va dépendre bien évidemment de la mécanique respiratoire. Il est évident que si vous avez une anomalie au poumon, comme il le décrit par exemple, que ça soit une pneumonie, un problème au niveau de la plèvre qui va être le feuillet autour du poumon, si vous avez un traumatisme au niveau du poumon, bref, il y a pas mal de choses qui peuvent altérer la mécanique des poumons. Ça peut être aussi, ne serait-ce que ça, de l'asthme, une maladie qui est bien connue malheureusement chez les enfants qui peuvent faire des crises d'asthme. Bien évidemment, les adultes aussi peuvent en faire, mais c'est vrai que c'est une maladie qui est plus fréquemment rencontrée chez les enfants. Donc, il y a les poumons, mais il n'y a pas que ça. On se sent essoufflé quand on manque très souvent d'oxygène au niveau du sang et que celui-ci n'est plus justement assez oxygéné. Et en pratique, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent provoquer un essoufflement, notamment des problèmes au niveau cardiaque et vasculaire. Typiquement, c'est le cœur qui permet de pomper le sang oxygéné au niveau des tissus et de faire que donc les tissus vont bien s'oxygéner. Parce que si le cœur a du mal justement à pomper, les tissus peuvent être appauvris en oxygène. Et l'autre chose que l'on oublie très fréquemment, c'est qu'il y a également le cœur droit qui va quant à lui envoyer du sang désoxygéné qui revient depuis les veines et il va envoyer ce sang désoxygéné au niveau des poumons afin qu'il ne s'oxygène. Mais s'il y a des soucis au niveau de la circulation pulmonaire, que ça soit parce que le cœur droit a des soucis, parce qu'il y a du caillot de sang dans les artères au niveau des poumons ou encore une élévation des pressions, notamment quand il y a de l'insuffisance cardiaque ou pour des mécanismes que je ne vais pas détailler, les pressions à l'intérieur du cœur commencent à augmenter quand le cœur commence à être quelque part noyé et que cette augmentation de pression va se faire sentir au niveau des poumons et que les poumons vont progressivement se remplir. A l'inverse, il peut aussi y avoir des soucis au niveau des transporteurs de l'oxygène, c'est-à-dire l'hémoglobine qui permet véritablement de se fixer à l'oxygène et d'aller le transporter jusqu'au niveau des tissus. Bref, vous comprenez bien qu'un souci respiratoire n'est jamais anodin. Et c'est pas parce qu'on est jeune et c'est pas parce qu'on est sportif qu'on est indemne de tout ça et vous allez le voir, on peut avoir des problèmes de santé même quand on est un sportif au top niveau, mais c'est vrai que très souvent quand on est jeune on va se dire non mais c'est pas grave, j'ai dû choper un rhume ou comme il le dit, j'ai dû choper une petite pneumonie, ce qui fait que je ne respire pas très bien, mais ça va passer. Donc faites très attention quand vous sentez qu'il y a quand même quelque chose de persistant ou de significatif et que vous n'arrivez plus à reprendre votre souffle, eh bien c'est peut-être quelque chose d'anormal et il faut penser à consulter un médecin. And then finally Friday morning I'm driving to the gym and not only can I not breathe, I can barely drive. Of course I went to the gym anyways, despite not being able to breathe. And I just texted my wife and I was like, it's like I got a lot of pain right here, you know, like right here. You better go to hospital. And she's right, I never complain, you know, so I go to urgent care. After I finish my workout, of course. Là encore, plusieurs choses à commenter. Le premier, c'est que je peux pas lui jeter la pierre très souvent. Quand on est sportif, quand on est accro, que ce soit à la muscu ou à un autre sport, à la course à pied ou autre, eh bien, il en faudra vraiment beaucoup afin de nous décourager.
Clairement, il le dit, il a déjà du mal à respirer au repos. Le simple fait d'avoir conduit et d'avoir pris 2 ou 3 ralentisseurs un peu forts lui a donné la sensation d'étouffer, mais il se demande quand même s'il va faire sa séance, et en tout cas il va essayer de la faire. Et je sais, dit comme ça, à froid, en fait ça paraît ridicule. Moi quand je l'écoute, je me dis mais il est pas bien, et pourtant je me remémore un petit peu mon passé. Moi aussi j'ai déjà fait des choses où je me suis dit non mais là j'ai quand même une petite douleur, on va aller au sport et on va voir si ça passe. Là, j'ai un petit peu de fièvre, j'ai un petit rhume, je vais aller faire du sport et peut-être que ça va passer. Et c'est absolument débile. D'ailleurs, petit message et que j'ai du mal moi-même à écouter, mais quand vous avez un rhume, quand vous avez de la fièvre, il ne faut certainement pas faire de sport parce qu'il y a des risques de myocardite. Bref, c'était la petite parenthèse, mais je sais parce que je suis moi-même sportif que c'est parfois difficile et que tant qu'on se sent relativement apte, même en se disant ok la séance va pas être folle, mais on va quand même essayer, on a tendance à le tenter. Et pourtant, il y a parfois des cas où il faut savoir se faire violence et se dire non, ce n'est pas raisonnable, il vaut mieux rester chez soi ou consulter pour avoir des soins médicaux. Donc là, comme il le dit et comme sa femme le dit aussi, tu ne te plains jamais. Donc si vraiment là tu dis qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a probablement quelque chose et tu devrais consulter aux urgences. Donc pour tout le monde, quand vous avez des difficultés respiratoires et des douleurs dans la poitrine, ou même l'un ou l'autre, simplement des douleurs dans la poitrine, comme il le décrit derrière au niveau du sternum qui sont un petit peu constrictives, ce n'est jamais un bon signe. Alors après, si ça dure 1 ou 2 secondes et que ça passe, on peut avoir ce genre de sensation, c'est pas pour vous dire de ne pas consulter ou autre, mais quand ça commence à être quelque chose qui persiste sur plusieurs minutes, plusieurs heures, et que c'est quelque chose où vous vous dites vraiment la sensation est très bizarre, n'attendez pas. Si vraiment la douleur est intense ou que vous ne vous sentez pas bien, il faut appeler le SAMU. Vous aurez en ligne quelqu'un, un opérateur qui va réguler les appels et qui va vous dire s'il y a la nécessité soit de vous envoyer une équipe, soit d'aller aux urgences ou de consulter un médecin, ou si ça peut attendre. Je ne dis bien sûr pas ça ni pour encombrer les lignes du SAMU, c'est toujours un peu délicat de donner des conseils en vidéo, mais en général, la plupart des gens sensés n'appellent pas, sauf si vraiment ils ne se sentent pas bien. Donc si vous avez déjà un doute d'appeler le SAMU et que vous vous dites non mais je veux pas déranger ou autre, mais que vous avez des difficultés à respirer significatives ou des douleurs dans les poitrines, ne prenez pas de risque, il faut en tout cas avoir un avis médical. Bref, on continue la vidéo. And the guy hooks me up on the blood pressure and he's like, whoa. He's like, dude, what the hell? And I was like, listen, I'm just nervous. Like, let's record it like after, my blood pressure after, and I'm just nervous. He's like, even if it was nerves, this would come down a little bit, but you're still in hypertension levels. And the fact that you're complaining about your lungs, I'm just worried you may have a blood clot in your lung. So go to the best heart hospital that there is, St. Francis. I get admitted. Là, c'est intéressant ce qu'il nous dit parce que le premier contact médical qu'il a, lorsqu'on lui prend sa tension artérielle, elle est très élevée. Et il nous parle de 180/97. Pour la tension artérielle, le premier chiffre, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique et le deuxième chiffre, c'est la pression artérielle diastolique. Quand on parle du cycle cardiaque, il va y avoir la systole, c'est-à-dire la contraction du cœur qui fait une surpression et donc c'est le chiffre le plus important, le plus élevé. A l'inverse, le deuxième chiffre, la diastolique, c'est quand le cœur se relâche et qu'il va y avoir la pression résiduelle parce que la pression dans les vaisseaux sanguins ne redescend pas à zéro. Il y a toujours une pression liée à la résistance élastique des vaisseaux, mais donc vous avez ces deux chiffres. Et la normale est en dessous de 14, donc 140/90. Donc là, le fait d'avoir 180/97, c'est une tension artérielle qui est très élevée. Mais effectivement, la tension artérielle peut monter de façon physiologique dans certaines situations. Parce que quand on parle d'hypertension artérielle, c'est de l'hypertension artérielle de repos. Et typiquement, quand vous faites un effort physique qui va être intensif, la pression artérielle va monter. C'est normal, le cœur débite plus fort afin justement de fournir plus de sang et plus d'oxygène aux muscles. Et lorsqu'on a de la douleur, lorsqu'il y a des patients qui sont aux urgences, eh bien très souvent ils vont être hyper tendus, pas forcément énormément, mais en tout cas une petite hypertension parce que la douleur a comme conséquence d'augmenter la fréquence cardiaque, mais aussi d'augmenter la pression artérielle. Donc il ne faut pas prendre la pression artérielle dans des situations où les personnes sont douloureuses, où elles ne sont pas au repos, parce que sinon on peut conclure faussement
au diagnostic d'hypertension artérielle, sauf véritablement quand c'est le diagnostic qui est suspecté et que la tension est très élevée. Là, c'est vrai que pour un jeune homme sportif d'avoir 18,9 de tension, voire même quasiment on peut dire 18,10, c'est quelque chose de très élevé et ça peut être une des causes de ces symptômes ou en tout cas quelque chose qui va être associé. Deuxième message, c'est le médecin qui lui parle d'une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est quand il va y avoir un caillot de sang dans l'artère au niveau du poumon, l'artère pulmonaire, et ce diagnostic peut se manifester effectivement par des douleurs dans la poitrine avec une difficulté à respirer, on se sent essoufflé et une fréquence cardiaque qui augmente. Alors effectivement, il y a d'autres diagnostics différentiels, ça peut être un infarctus du myocarde typiquement qui peut aussi se manifester par des douleurs dans la poitrine et de l'essoufflement, mais en tout cas, l'embolie pulmonaire est l'un des diagnostics à évoquer dans cette situation. Same thing, blood pressure still elevated, but a little lower. Did everything from the EKG, echocardio, the CT scan with and without dye, and everything is coming back perfect. So blood work's coming back like, yo, listen, this is great blood work. Let's scan your belly just to see if your organs are failing. So I do the scan, it comes back fucking perfect. Je vous passe un petit peu les détails. Il arrive ensuite dans un centre hospitalier de cardiologie, ou en tout cas un service qui a de la cardiologie, afin d'avoir un diagnostic sur les conseils du premier médecin qu'il a vu. Et il va être, entre guillemets, découpé en rondelles, avec premièrement un examen clinique, un électrocardiogramme qui sera normal, un angioscanner pulmonaire, c'est-à-dire un scanner pour voir justement les artères des poumons avec de l'injection de produits de contraste qui permet véritablement de mouler les vaisseaux sanguins au niveau des tissus donc pulmonaires pour voir les artères pulmonaires, ce qui a éliminé formellement l'embolie pulmonaire. Si l'angioscanner voit que tous les vaisseaux circulent bien et qu'il n'y a pas de caillot de sang, eh bien on peut quasiment à 100% éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Il a également eu une échographie cardiaque qui est un examen qu'on fait au lit du patient avec des ultrasons qui permet de voir les dimensions des cavités cardiaques, la fonction, en gros ça permet de voir si le cœur est dilaté, s'il est hypertrophié, s'il se contracte normalement. Ça permet également de voir les valves, de voir les gros vaisseaux, notamment l'aorte à la sortie du cœur, parce que parfois des diagnostics de dissection aortique, c'est-à-dire l'artère qui commence à quasiment se fissurer, voire se rompre, ça peut également donner des violentes douleurs dans la poitrine. Bref, son échographie est également normale et ils vont également lui faire un scanner au niveau de l'abdomen et du pelvis. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais en tout cas, c'était pour s'assurer qu'il n'y avait pas autre chose. Alors peut-être qu'à l'examen clinique, il avait aussi des douleurs au ventre ou autre, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont fait cet examen, parce que dans ce que j'ai compris de son histoire avec de l'essoufflement et une douleur au niveau du thorax, globalement, il faut se concentrer principalement au niveau des poumons et du cœur. Mais au niveau de l'abdomen, je ne vois pas trop pourquoi. Il y a probablement un détail à l'histoire que je n'ai pas. I was asking the nurses, like, yo, what happened to me? Like, you gotta tell me what happened to me. Like, I can't just, go home like this. So when she gets released, she just taps me on the chest and she's like, we all deal with stress differently, honey. And I was like, no fucking way. Was this stress-induced / maybe a panic attack? Because apparently you can have a panic attack without even having those panic attack symptoms. Allez, petite avance rapide, mais que lui est-il arrivé réellement? Eh bien, finalement, une infirmière du service va lui révéler après 2 ou 3 jours d'investigation où finalement ils n'ont rien trouvé sur les examens que c'est possiblement lié au stress, c'est-à-dire une attaque de panique. Et en effet, c'est quelque chose qu'il faut également évoquer devant des symptômes, on va dire, un petit peu multiples, notamment des douleurs dans la poitrine, notamment la sensation de ne plus respirer, parce que parfois, des attaques de panique peuvent se manifester comme véritablement certaines maladies graves, notamment des infarctus ou autres. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller tout à fait la nuit ou même en pleine journée sur un gros coup de stress avec d'un seul coup une compression, l'impression qu'on n'arrive plus à respirer, qu'on étouffe, qu'on va mourir de façon extrêmement rapide. C'est des gens qui peuvent parfois se lever au milieu de la nuit avec une espèce de pression sur la poitrine et une sensation de véritablement suffoquer. Ils se lèvent, ils ouvrent les fenêtres et c'est quelque part « donnez-moi de l'air, j'étouffe ». Donc la crise de panique peut véritablement se manifester comme cela. Sauf que ce n'est pas tout parce que il a quand même, et encore une fois, l'attaque de panique, c'est un diagnostic qu'on appelle d'élimination. C'est-à-dire que quand
tu présentes des symptômes, il faut toujours éliminer bien évidemment le diagnostic organique, c'est-à-dire la crise cardiaque, l'embolie pulmonaire, bref, la chose qui doit être traitée. Parce que si tu dis c'est une attaque de panique et qu'en fait le mec fait un infarctus tranquille au calme et que tu lui dis attends, t'inquiète pas, prends une petite tisane, fais un petit peu de méditation, ça va aller, et ben le lendemain t'as une chance sur deux de le retrouver dans son lit claqué. Donc il ne faut pas non plus toujours négliger et mettre ça sur le compte du stress. Mais cela dit, il est vrai que parfois les attaques de panique peuvent mimer énormément de diagnostics. Cela dit, et je ne vais pas quand même vous laisser sur votre faim en vous disant que Sadik n'a fait qu'une petite attaque de panique, parce qu'il avait quand même sa tension artérielle qui était très élevée, et il va même nous confirmer qu'en fait depuis de très nombreuses années, et même quasiment depuis son enfance, on lui avait toujours dit que ses chiffres de tension étaient élevés, c'est-à-dire qu'il a très probablement une hypertension artérielle qui évolue depuis de nombreuses années et que aujourd'hui, sous l'effet de différents facteurs, et effectivement, le stress peut faire décompenser une hypertension avec des valeurs qui peuvent être parfois limites. Je vais vous donner l'exemple, ou en tout cas un exemple que j'ai inventé entre guillemets, je suppose de ce qu'il dit quand il dit que ces chiffres étaient limites, que probablement il était autour de 140/90, c'est-à-dire les valeurs limites où on considère qu'il n'y a pas forcément de nécessité de le traiter, qu'on pourrait éventuellement le traiter, mais que c'est discutable, surtout quand on est jeune, surtout quand on est sportif, où on peut se dire non, mais quand même, le mettre avec des médicaments à son âge, certaines personnes peuvent être un petit peu frileuses, et aussi certains patients peuvent quelque part négliger un petit peu ça en se disant non mais je suis jeune, je suis sportif, je suis en bonne santé, je ne vais pas m'encombrer à prendre des médicaments. Donc parfois la discussion peut être un petit peu compliquée entre le bien-être et les bénéfices attendus du traitement et quelque part la qualité de vie du patient qui refuse les médicaments, et c'est des situations que j'ai à vivre entre guillemets, vivre au sens littéral, mais en gros de la négociation que je dois faire avec les gens pour savoir est-ce que vous voulez être traité ou non. Parce que l'hypertension artérielle, c'est une maladie qui, sauf quand vraiment la tension monte de façon importante et que comme là, il y a des retentissements, des douleurs, parfois des maux de tête importants, c'est une maladie qui est silencieuse. C'est pour ça qu'on l'appelle le silent killer, le tueur silencieux, parce qu'en fait, ça va abîmer tous les organes, les reins, les poumons, le cerveau. Ça donne énormément de complications, mais sur le long terme. Et c'est quelque chose de terrible parce que les organes souffrent véritablement. Ça envoie des gens en dialyse, ça détruit les reins, ça donne de l'insuffisance rénale, ça crée des AVC, des hémorragies cérébrales, ça calcifie et ça abîme véritablement les artères du cœur. Bref, ça fait énormément de dégâts, sauf que comme on ne sent rien, on ne se fait pas forcément traiter et parfois on n'est même pas au courant d'être hypertendu. Donc ça aussi c'est un des messages, faites-vous dépister la tension artérielle, je dirais de la mesurer une fois par an. On va dire que pour tout le monde, de façon générale, une fois par an, c'est une bonne mesure de pression artérielle. Parce que si elle est élevée, il faut la recontrôler. Et si elle reste élevée de façon, on va dire, régulière, et que c'est pas juste une fois parce que, on va dire, t'étais un petit peu stressé ce jour-là, auquel cas, il faut envisager un traitement et ne pas jouer avec ça. Donc, on va revenir rapidement sur le cas de Sadik, mais il avait manifestement donc une tension qui était limite et donc sous l'effet du stress, eh bien, sa tension artérielle a pu être déséquilibrée et a pu s'élever franchement, comme il nous l'a dit, à 180/100 quasiment, c'est-à-dire une hypertension artérielle sévère. Et est-ce que, parce que contrairement à ce que je vous ai dit, la tension artérielle, ça donne pas de douleur, sauf quand ça augmente fortement. Et là, maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est mais pourquoi est-ce que son hypertension lui a donné des difficultés à respirer et des douleurs dans la poitrine? Alors, il est vrai que c'est assez rare, mais que parfois, ça peut quand même se voir, et ce pour deux raisons. La première, c'est que quand la tension artérielle est très élevée, eh bien, le cœur va devoir forcer beaucoup plus. Il faut imaginer que plus la tension artérielle est importante et plus ça fait un obstacle à l'éjection du sang parce que c'est la pression qui est juste à la sortie du cœur et donc plus la pression est élevée et plus le cœur va devoir forcer pour éjecter dans un vaisseau qui est déjà mis sous pression. Donc le cœur va se fatiguer et les pressions vont augmenter à l'intérieur du cœur parce que toutes les pressions vont se retransmettre en amont, c'est-à-dire dans l'artère, dans la aorte, donc la pression artérielle, dans le cœur, et ça va ensuite
se retransmettre au niveau de la circulation, comme on l'a vu tout à l'heure, la circulation pulmonaire. Et donc l'oxygénation des tissus va moins bien se faire. Et la deuxième chose, c'est que l'augmentation du travail cardiaque, ça fait que tout simplement le cœur se fatigue plus vite et donc on est essoufflé beaucoup plus rapidement, parce que si vous manquez, entre guillemets, alors c'est pas exactement la même chose, voire même pas du tout, mais c'est schématique, si vous manquez de cardio, eh bien vous allez être essoufflé beaucoup plus vite. La deuxième chose, ce sont les douleurs thoraciques. Pourquoi est-ce que l'hypertension donne des douleurs dans la poitrine? La réponse, alors c'est que parfois il y a des véritables complications. On peut tout à fait faire typiquement un infarctus qui complique une hypertension quand l'hypertension dans les vaisseaux va décrocher une plaque d'athérome, une plaque de cholestérol et venir boucher une artère. Mais là, ce n'était pas le cas. Ça peut simplement être un mécanisme, ce qu'on appelle d'obstruction microvasculaire. Je m'explique. Au niveau du cœur, il y a des artères qui vont rentrer dans le muscle cardiaque. Sauf que ces artères, qu'on appelle les coronaires, elles passent à l'intérieur du muscle. Et donc, comme elles sont dans le muscle, eh bien, elles sont comprimées pendant que le cœur se contracte. Ce qui veut dire que le cœur, et notamment donc le muscle cardiaque, va être perfusé quand le cœur se décomprime, se décontracte. Sauf que pour le coup, la pression artérielle diastolique qui est élevée dans ce cas-là, donc le deuxième chiffre, le 100, c'est une pression qui est élevée et elle était possiblement encore plus élevée quand il avait les douleurs plus importante, et donc si la pression artérielle est trop élevée, eh bien le cœur est moins bien perfusé et donc ça peut donner des douleurs par justement de l'obstruction de tous les petits vaisseaux sanguins qui n'arrivent plus à être perfusés. Donc ça peut mimer parfois des douleurs qui ressemblent un petit peu à celles des infarctus. Et c'est parfois des patients chez qui on va aller jusqu'aux examens comme par exemple la coronarographie pour aller regarder dans les artères. Et les artères sont normales, mais on peut parfois voir par des mesures spéciales que justement les résistances au niveau des petits vaisseaux sanguins sont augmentées. Donc pour résumer, l'hypertension est le plus souvent silencieuse, mais parfois sur des véritables poussées hypertensives, ça peut donner de l'essoufflement, des douleurs dans la poitrine ou encore des maux de tête assez importants. Dernier point de détail pour cette vidéo et ensuite on aura fini. Le premier, c'est que du coup, il va beaucoup mieux depuis qu'il prend un médicament contre l'hypertension artérielle, donc le valsartan, qui est un antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2, un médicament très fréquemment utilisé, qui a assez peu d'effets secondaires, qui est le plus souvent donc bien toléré et qui est très efficace. Et donc l'idée, c'est de baisser sa pression artérielle au repos pour que ses chiffres de pression redeviennent normaux, mais aussi pour éviter les à-coups de tension lorsqu'il va faire un effort. Parce que quand on fait de la musculation, la pression s'élève fortement et on a déjà vu de très nombreux bodybuilders ou même sportifs de force qui ont fait des complications liées à l'hypertension. Donc c'est très important, si vous avez de l'hypertension, de vous faire traiter. Deuxième chose, et il en parle ouvertement, c'est le lien entre les produits dopants, notamment les dérivés, ou en tout cas la testostérone et ses dérivés, et l'hypertension. C'est relativement fréquent et c'est un effet secondaire classiquement décrit de la testostérone, d'augmenter la pression artérielle, notamment par le biais de la rétention hydrosodée, à la rétention de sel dans les vaisseaux sanguins, ce qui va avoir l'effet d'augmenter la volémie, le volume sanguin, et donc d'augmenter la pression artérielle. Donc si vous êtes sous produits dopants, déjà sachez que votre pression artérielle va avoir en général tendance à augmenter un petit peu, et chez certaines personnes déjà hypertendues, ça va augmenter beaucoup plus. Donc là encore, si vous prenez des produits, prenez votre tension régulièrement. N'hésitez pas, si vous ne voulez pas aller chez le médecin, à acheter un tensiomètre. Ça peut s'acheter en pharmacie et c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher mais qui vous évitera bien des problèmes, parce que si votre tension artérielle est élevée, encore une fois, il faut faire quelque chose. Et attention, parce que comme on le voit, donc les produits dopants à la longue peuvent causer de l'hypertension, parfois de l'hypertension sévère et parfois de l'hypertension qui ne régressera pas forcément à l'arrêt des produits. Comme il le dit, là il est encore sous produit mais à relativement faible dose par rapport à ces périodes de compétition où il en prenait beaucoup plus. Donc faites attention à votre santé parce que, comme on dit, la santé c'est précieux. Voilà pour cette vidéo, j'espère que pour Sadik les choses vont s'améliorer et qu'il ira beaucoup mieux à l'avenir. N'oubliez pas encore une fois de vous faire dépister de l'hypertension, c'est vraiment le message hyper important parce que sachez qu'en France, c'est 5 millions de personnes qui sont hypertendues, donc c'est véritablement fréquent et je crois que le chiffre c'est 1 million de personnes qui sont hypertendues sans le savoir, donc possiblement, et c'est même sûr
que parmi les gens qui regardent la vidéo, il y en a qui ont de l'hypertension sans le savoir. Donc j'espère que vous irez tous prendre votre tension après avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas, un pouce bleu pour faire baisser la tension, très important. Et attention, ce n'est pas un conseil validé médicalement, mais ça va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.